Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission Le Grand Canal. Sommes-nous en train de vivre la fin du patriarcat? C'est une évidence que nous sommes au Bénin dans une société patriarcale, mais cette réalité pourrait connaître un petit bouleversement bientôt, puisque les députés ont procédé récemment à la modification du Code des personnes et de la famille. Désormais donc, les femmes pourront également affecter leur nom à leurs enfants au même titre que les pères. Le sujet fait débat et nous en parlerons dans cette émission. Autre modification majeure apportée à cette loi, la légalisation de la connaissance des parents. Et oui, désormais, cette petite visite rendue aux parents d'une jeune fille par ceux d'un homme qui l'a choisi, communément appelé ici connaissance des parents, est légalisée et fera désormais partie de notre code des personnes et de la famille. Vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs, les députés travaillent beaucoup en ce moment et nous sommes là pour commenter les fruits de leur réflexion. Et ce sera déjà pour commencer dans « Et si on en parlait ?» Des experts. Il s'agit de Raouf Fafayon. Bonsoir. Franck Kenevor. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. C'est ça rentrée sur le Grand Canal. François Oudo. Bonsoir. Voilà. Et la seule poule de la basse-cour pour le moment, Dr Gaye Bedi, ou Bedi Gaye, bonsoir. Bonsoir. Quand on dit docteur Gaillet, on a forcément son acolyte, son meilleur ami sur le plateau. Connaissez Yann, connaissez? Bien installé. Ça se voit clairement. Et notre monsieur Tic sur cette émission, Roméo Acloso, qui est là déjà. Bonsoir Roméo. Vous avez comporté pour nous un menu assez alléchant. On en parlera dans quelques dizaines de minutes. Mais avant, pour commencer cette émission, Raouf Fafayon, j'ai envie de vous demander, selon vous, quelle est la pertinence de cette modification apportée au code de la famille? Ben, de mon point de vue, la pertinence des modifications apportées au Code de la famille, c'est une pertinence qui laisse un peu à désirer, pour la simple raison que je pense que la norme nationale et internationale dans le domaine n'a pas été bien respectée. Et cette norme fait obligation à l'État de passer par 3 étapes. On va développer plus tard quand Franck Kenevor nous aura dit ce qu'il en pense. Pertinence de cette démarche des députés. Merci beaucoup. Je pense fondamentalement que cette législation n'était pas nécessaire parce qu'on se portait mieux avec le statu quo ante. Et donc, il faudrait véritablement qu'on puisse légiférer par rapport à l'évolution, aux aspirations des populations. On continue le vote. François Oudou. Oui, on ne peut pas mettre toutes les lois dans le même panier et dire si c'est bon ou pas. Voilà. Oui. Est-ce que les modifications apportées, on sait que c'est 2 modifications majeures. Oui. C'est déjà l'affectation du nom de la femme à l'enfant, au même titre que l'homme, puis la reconnaissance de la connaissance des parents, oui. Par la loi. Oui, bon, cela ne pose pas un problème particulier, mais je dirais pourquoi. D'accord, tout à l'heure. Docteur Gaye. Déjà, merci bien. Je dirais tout simplement que ces modifications observées, pour moi, paraissent pertinentes. On développera chacun ses arguments ou son argumentaire sous peu. Je suis maintenant sûr d'avoir de la contradiction dans ce sujet. Quelle est votre position? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Juste pour embêter tout le monde, oui, pertinent. Pour embêter tout le monde. Alors, pourquoi vous êtes un peu mitigé, votre position est un peu mitigée sur le sujet? Pourquoi vous ne trouvez pas que ces lois-là étaient nécessaires, en tout cas cette modification apportée par les députés? Ben, les modifications qui ont été apportées au Code des personnes et de la famille, de mon point de vue, ne nous permettent pas d'apporter aux problèmes de la société béninoise des solutions attendues. Pour la simple raison que d'abord, vous savez, la norme en la matière exige que pour aller à des réformes
sur des sujets aussi pointus, il faut d'abord faire une étude technique. Une étude technique confiée à une équipe de personnes, de personnalités compétentes. Vous pensez que les députés n'ont pas dû faire cette étude avant de procéder à... Non, le projet de loi est venu du côté de l'exécutif. Donc, il revient à l'exécutif de faire ce travail préliminaire avant d'aller plus loin. Donc, il faut cette étude technique qui permet de faire l'état des lieux, qui permet de voir les problèmes qui se posent et qui permet de voir les solutions qu'il faut apporter aux problèmes. La deuxième étape, c'est l'étape des consultations. Il faut faire une consultation nationale ou à défaut faire des consultations sectorielles ou sous-sectorielles. Et ça, en principe... Vous auriez souhaité qu'on aille au référendum pour décider s'il faut permettre à la femme d'affecter Non, son pas nom. nécessairement au référendum. Mais on peut aller à une assemblée des personnes concernées par les lois. Il faut aller à une consultation. Et elle peut être nationale, elle peut être sectorielle, elle peut être sous-sectorielle. Par exemple, c'est des lois qui sont votées pour la promotion des femmes. Mais il fallait provoquer une consultation des femmes. Cela n'a pas été fait. Donc, penser que les législateurs sont suffisamment outillés pour aborder certains sujets très pointus, il y a des risques énormes d'apporter des solutions qui ne sont pas celles qui sont véritablement attendues par la société. Donc, d'abord, quels sont les arguments qui sous-tendent votre position ou votre appréciation? Non, je pense que la fonction de la loi, c'est d'accompagner les dynamiques de la société, c'est d'organiser les relations au sein de la société en fonction des aspirations des Béninois. Et je pense que si le principe qui a été évoqué par le président de l'Assemblée nationale au moment où il a reçu la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, à savoir qu'il aurait souhaité que les députés aillent vers leur base. Je pense que ce principe-là aurait pu prévaloir dans la démarche des législateurs, quand bien même il s'agit d'un projet de loi donc d'origine gouvernementale. Je pense deuxièmement que pour l'équilibre de notre société, il ne faut pas intervenir de manière unilatérale sur l'unité la plus importante de notre société, à savoir le foyer. Vous savez, je sais que quand les femmes font des enfants à leur mari, elles veulent que ces enfants-là ressemblent à leur mari. Et c'est une fierté pour une femme de dire « Ah, à mon avis, du tonton bon ». Parce que notre société est patricentrée. Parce que l'équilibre du foyer est bâti autour de l'homme. Et ce n'est pas du tout mauvais. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques dérives, quelques situations d'abus qu'on remet en cause un principe qui est aussi vieux que le monde. Je pense fondamentalement que même les femmes pour lesquelles cette loi a été votée, dans leur majorité ne seraient pas d'accord pour cette réforme. La troisième chose que... Ce n'est pas le cas sur ce plateau. Oui, la troisième chose. Oui, la troisième chose que je voudrais dire sur la question, parce qu'il faut quand même qu'on dissocie les deux réformes. Tout à fait. Je parle surtout de la question de l'affectation du nom de nom la femme à l'enfant. À l'enfant. Je pense que c'est des choses qui n'ont besoin d'aucune loi. Un homme amoureux peut dire, écoute, je veux que le nom de mon épouse transparaisse sur l'acte de naissance des enfants. Ce n'est pas des choses qu'une loi force à faire, parce qu'à force de légiférer sur ces questions, vous créez des problèmes. Dans ce cas, espérer qu'il y a beaucoup d'hommes amoureux pour... Non, je pense qu'un homme peut décider de le faire. Mais une loi qui vient imposer ça, ça pose un problème. Et l'équilibre, je parle du foyer comme
l'unité la plus importante de la société qu'il faut préserver. Lorsque vous voulez intervenir sur le foyer, il faut quand même, comme l'a dit le doyen Affayon, il faut faire des consultations. Ce n'est pas des étrangers qui vont subir cette loi, hein. C'est les Béninois. Lorsque quelqu'un va faire la connaissance des parents et rompre, hein, avec cette personne-là, c'est une rupture de fiançailles. Et donc le juge peut le condamner, hein, à payer des dommages et intérêts, à faire des réparations. Donc il faudrait véritablement qu'on puisse évoluer avec notre dynamique sociale. Ce n'est pas, si ces cas-là émanaient de l'aspiration profonde des Béninois, moi je vis au Bénin, je l'aurais su. Donc ce n'est pas une aspiration des Béninois. Franck Kenevort désapprouve ces modifications parce que pour lui, on n'a pas besoin d'une réforme du noyau de la société, à savoir la famille. Et d'ailleurs, la loi ne répond pas aux exigences actuelles, en tout cas aux aspirations des populations en ce moment, a dit Franck Kenevort. Et vous, François Aouvo? En fait, le doyen Affayon a rappelé quelque chose qui a retenu mon attention, à savoir qu'il s'agit d'un projet de loi. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui en a pris l'initiative. Et par rapport à cela, vous allez vous rendre compte que cette réforme s'inscrit dans une logique qui a commencé depuis un certain nombre d'années, par le code des personnes et de la famille, par une série de mesures qui visent à améliorer un peu la condition de la femme dans notre société. Donc, cette loi, cette réforme s'inscrit dans ce cadre aussi. Par rapport à cela, je crois que nous serons tous d'accord au moins sur un point, à savoir cette loi vient renforcer un peu la parité que nous voulons entre l'homme et la femme. Moi, je sais pas. Attendez un instant d'abord que je... Non. Si vous êtes, justement, vous prenez la parole aussi, vous êtes d'accord ou pas. Donc je dis qu'en termes de logique, cette loi vient renforcer cette parité qui est au cœur de tous les débats depuis un certain temps. Deuxième chose, j'ai dit tout à l'heure que la femme, même quand elle accouche, elle veut que son enfant ressemble à son mari. Et clame haut et fort, veut que tout le monde constate que toute sa fierté de le faire. Cela devait vous rassurer que même si cette loi a été votée, cela ne posera aucun problème. Parce que personnellement, du moment où la loi dit que l'homme et la femme s'entendent pour que l'enfant porte soit le nom du père ou de la mère ou les deux à la fois, que cela ne posera aucun problème. Et ce n'est que quand il y aura des difficultés éventuellement, comme vous l'avez si bien rappelé, qu'on ira vers cette loi. Mais personnellement, je sais que ça ne posera aucun problème. Et que ce sont les femmes elles-mêmes qui vont régler le problème. Dans l'ensemble, en tout cas, en majorité, les femmes elles-mêmes qui vont régler le problème. Mais comment les femmes en optant pour le nom de le nom du père, tranquillement. Elles vont s'abstenir de jouir. Non, elles ne vont pas s'abstenir. Il y en aura certainement, il y a des cas certainement où elle voudra que l'enfant porte le nom de son propre nom aussi en plus du nom de la... Mais la loi dit qu'il faut que les deux soient sur la base d'une entente entre les deux. Et que ces cas, il n'y aura pas d'entente, que la loi pourra intervenir. Donc par rapport à cela, je pense que cette réforme s'inscrit dans une logique et que pour moi, je ne vois pas encore les difficultés que ça peut apporter dans l'ensemble pour les femmes. Même si on peut craindre que par moment, cela crée des difficultés dans les foyers. Merci bien. J'ai écouté avec attention tout ce qui a été dit sur ce plateau. Je dirais tout simplement que cette modification qui est apportée par le législateur ce n'est pas une modification du foyer qui est effectuée. Ce n'est pas une modification du statut de famille qui est effectuée. C'est une modification superficielle pour le moment qui n'est pas allée en profondeur pour transformer la société en matriarcale au détriment du patriarcal. Parce qu'on constate que beaucoup de personnes craignent le fait qu'aujourd'hui, parce qu'on dit la femme peut apporter, mais oublient le fait que le législateur a dit après entente avec le conjoint. Et même le après entente avec le conjoint, on dit pour l'homme passe avant celui de la femme. Mais
tout le monde prend le débat sous le format de l'on veut changer le contexte familial béninois, on veut changer le contexte familial. La notion de chef de famille, oui, c'est une notion qui est basée sur le caractère patriarcal de notre société. Oui, mais... Alors permettre par exemple, et ça, le fait que ce soit le nom, le patronyme unique de l'homme qu'on donne à l'enfant, ça renforce justement. Non, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. L'ouvrir à la femme, ouvrir sa jouissance à la femme. Vous savez, oui, aujourd'hui, ou bien en général au Bénin, nous sommes dans une société demandante. On a toujours été dans une société demandante, ou même quand nous prenons la femme qui a tous les pouvoirs dans un foyer, elle confie toute cette autorité-là à l'homme. Donc on n'a pas besoin du nom renforcé. C'est des choses qui nous ont été inculquées et il faudrait qu'on revoie l'éducation. Ce n'est pas parce qu'on permet à ce que la femme complète son nom, parce que vous oubliez le fait qu'il y a des situations où il y a des femmes qui sont lésées. Et c'est juste une justice sociale réparatrice qui est effectuée par le législateur. Parce que je prends une famille, quand nous prenons les acteurs individuellement, on peut avoir de l'opposition. Mais quand nous prenons la société elle-même, elle est prête à ça. Parce que quand je prends une famille où ils n'ont qu'un seul enfant, et ce seul enfant c'est une fille, et qu'on aille dire au père, accepterais-tu que ta fille porte son nom de famille après celui de son mari pour que ton nom de famille à toi, pour perpétuer ta lignée, il vous dira avec joie oui. Il vous dira que joie oui. La loi n'est pas parce utile. Que, s'il vous plaît, nous sommes dans une correction. On est en train d'évoluer. Aujourd'hui, la société change à une vitesse grand V. Et on ne peut que s'adapter à cette modernisation-là. Mais cette modernisation n'a pas encore enfreint en tant que telle les principes, les fondamentaux du système phallocratique de notre famille au Bénin. Non, le législateur n'a pas dit, parce que la femme ajoute son nom, elle devient garante du foyer, elle devient chef de ménage. Non. On va écouter dans un instant les explications du garde des Sceaux à l'occasion justement du vote de cette loi. Mais avant, je vais écouter Koné Siane qui a dit un oui franc et sincère à ces modifications. Vous validez, mais pourquoi? Non seulement je valide, mais en plus j'ai le sentiment que la loi ne va pas plus loin. Je pense qu'on peut aller plus loin. D'ailleurs, si tu permets, je fais ma lecture de cette loi. Elle ne concerne pas uniquement la femme. Elle vient rappeler, Franck le disait dans ses propres termes, que la famille est la cellule de base de la société. Elle vient rappeler à notre société qu'on ne se marie pas à une femme, qu'un homme et une femme ne se marient pas, que ce sont deux familles qui se marient. Je vais prendre un exemple qui va déranger. Alors, chère madame, quand vous faites, excusez du peu, gifler par monsieur, n'écoutez plus votre voisine qui dit, allez, dès qu'un homme me gifle, je prends mes bagages, je pars. Non, il ne s'agit pas de ça. Dès que tu pars, tu romps un contrat qui a été signé entre deux familles. Il faut très bien que les gens comprennent le fondement de cette loi qui, de mon point de vue, veut renforcer les bases de ce qui est le socle de la famille. Et donc, quand je disais que la loi devra aller plus loin, je commence à rêver de nominations qui seraient prises après avoir fait ce qu'on appelle enquête de moralité. Puis il faut qu'on commence à penser dans notre société à des responsables qui sont à des postes de responsabilité au sein de la société parce qu'ils assument correctement des postes de responsabilité au sein de la cellule de base de la société qui est la famille. Donc chaque homme, chaque acteur de la société aujourd'hui doit pouvoir incarner l'image qu'on veut donner de la famille. D'où vient la société et d'où elle part. Je m'en arrête peut-être là pour le partir plus. Oui, on va suivre les explications données à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Séverin Kenom, à l'occasion du vote de cette modification du Code de la famille. Le premier extrait que je vous propose concerne justement le premier point de notre discussion, à savoir l'affectation du nom de la mère à l'enfant au même titre que l'homme. Innovation majeure du Code des personnes de la famille, le nom que portera désormais l'enfant. Vous savez que de tradition et jusqu'à présent, l'enfant porte le nom du père pour autant qu'il le reconnaisse. C'est-à-dire, soit c'est un enfant légitime né à l'intérieur d'un mariage, ou c'est un enfant qui est reconnu par son père
au moment où il est né. Aujourd'hui, à la faveur de la promotion de la femme telle que nous l'avons voulu, désormais, il est possible que l'enfant porte soit le nom de son père, soit celui de sa mère, qu'il soit naturel ou enfant légitime, ou soit les deux noms. Le père et la mère, désormais, peuvent donner leur nom, mais les deux peuvent choisir de ne donner que le nom du père ou de ne donner que le nom de la mère ou faire porter à leur enfant les deux noms. Et fait majeur, lorsqu'il y a contestation, c'est-à-dire le père et la mère ne s'entendent pas, soit sur l'ordre des noms ou soit sur la dévolution même du nom, le législateur a désormais prévu qu'en cas de contestation, l'enfant porte le nom des deux parents, sauf que celui du père est indiqué en premier. Voilà, c'était le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, au sujet de l'affectation, la réforme du code de la famille qui permet à la femme de donner également son nom à son enfant au même titre que son mari, Dr Gagné Bédi. Quel est selon vous? Puisque vous avez dit que cette réforme ne touche pas au statut de la femme dans le foyer, ne brutalise pas, ne bouscule pas les habitudes dans le foyer, dans la famille. Mais j'ai envie de vous demander quelle est selon vous l'idée de la famille qui se dégage de cette modification du code des personnes de la famille. D'accord, merci bien. Je dirais juste à la suite de Collins tout à l'heure que l'idée de la famille qui se dégage de cette modification observée, c'est le renforcement de l'existentiel. C'est la consolidation. Parce que souvent on dit, quand vous vous mariez, c'est 4 familles qui se mettent ensemble. Mais quand on y va et on a un enfant, on privilégie ou on se bombe le torse maintenant qu'il faut que ce soit seulement le nom d'une seule famille qui apparaît. Déjà, il y a une injustice sociale là. Donc, ce changement ne fait que consolider la base, apporter un grain de sel pour faire comprendre que toutes les familles sont impliquées dans la gestion du contexte familial au niveau microscopique que représente le foyer. Déjà que le législateur n'a pas dit, dès l'instant où la femme ajoute son nom au nom du monsieur, elle devient chef de ménage au même titre que le monsieur. Donc le problème ne doit pas se poser. Mais c'est juste un accompagnement qui est fait. L'État essaye d'aller au même rythme que la modernisation qu'on observe aujourd'hui. Si c'était que dans le fond, le contexte ou l'éducation familiale qui était donnée a été touché, là, le débat serait autre. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous pouvez penser que c'est le cas? Il faut faire une lecture parallèle. Je pense fondamentalement qu'il ne faut pas du tout se voiler la face parce que, justement, on éduque nos enfants, nos filles à être des filles et nos garçons à être des garçons. Et donc, à partir de ce moment, la loi qui est intervenue change les habitudes dans le foyer. En quoi Souvenez-vous que le même code qui a été modifié avait déjà dit que l'homme et la femme concourent ensemble à la direction du foyer. Et donc, moi je pense que ce n'est pas parce que les Blancs travaillent à une égalité mécanique entre les hommes et la femme que nous devons le faire, parce qu'il faut regarder les conséquences que cela a entraîné dans leur société et tirer les leçons. Moi, je pense que la femme béninoise est à l'aise à condition qu'on puisse enlever la violence qu'elle subit et qu'on puisse renforcer son autonomie financière. Elle ne demande pas véritablement qu'on lui confère des droits, qu'on lui confère des statuts juridiques qu'elle ne pourra pas, dont elle ne pourra pas jouir. Fondamentalement, si vous prenez les Béninois, nous sommes à 50% des chrétiens et à 27% des musulmans. Ça fait au moins 75% de notre société. Non, ça vient de l'INSAE. Ça vient de l'INSAE. Vous pouvez aller chercher. Ne prenons pas les chiffres et allons dans les réalités. Non, c'est 50% de chrétiens. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus d'animistes au Bénin que... Non, allez consulter les chiffres. De quels chrétiens parlons-nous? On ne va pas faire ce débat de religion. Maintenant, si on a ces statistiques-là, ça veut dire que véritablement, dans nos croyances, il n'y a pas égalité homme et femme, mais il y a plutôt complémentarité entre l'homme et la femme. Et de ce point de vue,
nous devons avoir des lois qui consolident cela. Mais ici, si on nous ne parle pas avons d'égalité ici. des lois qui inversent cet ordre naturel, qui est ancestral, ce n'est même pas le christianisme ou l'islam qui ont conféré cet ordre naturel à nos foyers. C'est depuis les temps immémoriaux. Donc, il faudrait voir la seule chose qui, moi, me préoccupe par rapport à la femme, c'est les violences et l'autonomie financière de la femme. Est-ce qu'on ne s'inquiète pas un petit peu trop ce n'est qu'une loi qui permet désormais à la femme juste de mettre son nom, de cocher également son patronyme sur l'acte de naissance de son enfant. Sans pour autant instaurer une gynécratie ou gynécocratie ou une société matriarcale sans renverser la table en tant que telle. Ou une société bon, je crois que après avoir écouté le ministre que nomme, et à mon avis, l'image de la famille qui nous renvoie, je la vois sous deux angles. Le premier angle, nous sommes en train de rentrer dans une famille au sein de laquelle désormais nous donnons de la visibilité non seulement au nom de la famille de l'époux, mais également au nom de la famille de la femme. C'est une bonne chose. Mais là où je suis un peu peiné, et le législateur même a attiré notre attention sur le fait. Cette situation peut amener des malentendus. Cette situation peut amener des conflits. Cette situation peut nous entraîner devant l'arbitrage du juge. Ça veut dire quoi? Et nous l'avons vu dans d'autres sociétés. Ça veut dire que le législateur est conscient qu'il a posé des bombes. Et ces bombes... Parce que le législateur sait qu'il y a des phallocrates. Il y a des phallocrates qui ne voudront jamais permettre à la femme de jouir de ces prérogatives-là. Vous avez bien fait de rappeler en début d'émission que nous sommes dans une société tout à fait patriarcale. Et le législateur continue de le reconnaître en disant, au cas où les deux noms doivent figurer sur l'acte de naissance de l'enfant, un nom passera avant l'autre. Il n'a pas dit que... ça veut dire quand même que le législateur a prévu tous les cas de figure, les solutions à chaque étape en cas de problème. Ne pas prévoir des solutions, c'est cela qui serait dramatique, en fait. Bon, heureusement, des solutions sont prévues. Et moi, je voudrais prendre un autre volet de cette réforme, à savoir, au fond, quand on analyse, on se dit, bon, c'est une loi qui va contraindre désormais l'homme et son époux à les condamner au dialogue désormais, à la discussion. Il ne dialoguait pas. Pas suffisamment peut-être. Ou bien, soit il ne le faisait pas suffisamment, soit l'un s'imposait mécaniquement. Mais quand vous écoutez ce que la loi a prévu, c'est qu'ils discuteront et ils finiront par s'entendre. Voilà. Pas évident. Colonel, on peut au moins tirer cette Le conservateur que je suis écoute Franck, il secoue un peu la tête, mais j'ai quand même envie d'apporter des nuances. Parce qu'il dit que les lois obligent à éduquer, en fait, on éduque des filles comme des filles, des garçons comme des garçons. Non, je pense plutôt qu'il faut éduquer nos enfants comme des citoyens de demain. On aurait tort. Sans tenir compte de leur sexe. On aurait tort en regardant ces lois et se croiser les bras. Oubliez que la société reste un rapport de force. Qu'une fille qui est bien éduquée, qu'une fille qui a un pouvoir d'achat, qu'une fille qui a une bonne intelligence, elle est encore plus à même que la loi à décider de comment elle veut construire son foyer, de comment elle veut construire son ménage, de quel droit elle réclame, de quel droit elle ne réclame pas. Parce que malgré la force du patriarcat dont on parle depuis le début de cette émission, il y a quand même des réalités, des foyers où c'est la femme qui décide. Encore, merci, parce que déjà, même dans les sociétés que nous voulons copier, il y a diverses formes de familles, celles que nous vivons ici et celles auxquelles on aspire à coup de loi. Je veux dire en définitive, pour ma part, il n'y a rien à craindre de ces lois, parce que nos habitudes ont tellement la vie dure que le rapport de force restera en faveur de qui l'aura, homme ou femme. Et donc, le problème est ailleurs. En tout cas, les informations sont partagées, le problème est ailleurs. Mais s'il vous plaît, je vais vous inviter à suivre l'homme de la rue, le citoyen lambda, sa perception de cette modification du code des personnels de la famille. L'enfant porte le nom de
famille de ta mère. La mère m'a gardé l'enfant. Il n'y a pas son enfant. Elle m'a gardé. Il y a moi, il y a mon temps. Et non, l'enfant va porter le nom de famille. Non, ça c'est possible. Je ne suis pas pour. Je suis pour. Je suis pour. Parce que c'est une très bonne chose. Ça donne aussi de la valeur à la femme. Ça montre à ma femme que moi-même là, je reconnais. C'est elle qui m'a fait les enfants, non? Pourquoi l'enfant ne peut pas porter son nom? L'enfant peut porter son nom sans problème. Ou bien le fait d'additionner même ton nom au nom de la femme, ça peut apporter un de plus. Ça peut faire quelque... Vous comprenez? Bon, moi je ne trouve pas qu'il y ait de problème. Hein. Oui. L'enfant ne peut jamais porter le nom de sa mère. Une simple raison, parce que c'est pas sa maman qui m'a doté, c'est moi qui l'ai doté. Vous voyez? Donc l'enfant ne peut pas porter le nom de sa maman. Non. C'est très simple. Ça gêne, ça gêne. Moi, je ne peux pas accepter quand même. Je ne peux pas accepter. Je suis contre. Donc moi je suis contre. Je suis foncièrement contre. L'enfant doit porter le nom du père. Attends, moi je suis d'Abomey. Je suis d'Abomey. Et à Abomey, vous savez, l'homme, c'est l'homme. Hein. Chez nous, mais donc l'homme, c'est l'homme chez nous. Non, il n'y a pas à faire de femme va porter, l'enfant va porter le nom d'une femme. Non, je suis foncièrement contre. Oui, je suis pour. Parce qu'une femme garde la grossesse pendant 9 mois, donc elle mérite que son enfant porte son nom de famille. Si, bon, je ne sais pas. Ce qui est sûr, l'enfant appartient à la mère et au père, donc je ne vois pas qu'il y a un truc qui n'est pas normal là. L'enfant a le droit de porter le nom de sa maman ou bien de son papa, c'est normal. Je suis pour que l'enfant porte le nom de sa mère parce que l'enfant est le fils de deux personnes. Ce n'est pas... le privilège ne devrait pas revenir à un seul homme, à un seul être dans les deux pour que l'enfant porte toujours le nom de son papa. Bon, je pense que donner le nom de la maman à un enfant, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mais ce que moi je n'aime pas, c'est que l'enfant porte les deux noms. C'est ça qui me choque. Ah non, si nous sommes en Afrique, précisément au Bénin, l'enfant ne peut pas porter le nom de sa mère. L'enfant porte le nom de son père. On ne peut pas dire que l'enfant va porter le nom de la mère ou de son père. Non, non, non. Ça là, je ne suis pas du tout d'accord en tant que conservateur de la connaissance endogène. Plus encore, la maman garde l'enfant pendant plusieurs mois, pendant 9 mois au moins, et c'est à l'issue que le père devient père. Alors, que l'enfant porte le nom de sa mère ne pose pas de problème en soi. Voyez-vous. Donc voilà, c'est en ces termes que je suis pour. Oui, moi je suis pour. Ah, mais parce que c'est papa et maman qui ont fait des enfants. On ne peut pas donner le nom du père seul à l'enfant, c'est ce qui a été jusqu'à ce jour. Mais si aujourd'hui on décide de donner le nom de la mère, moi je suis contente, je serai très contente même, parce que moi je porte le nom de mon père et de ma mère. Je suis Payar Ojo, donc je porte les deux noms. Et ça, Payar c'est papa, Ojo c'est maman. Et je suis très fière de porter les deux noms. Je suis pour la loi parce que la maman et le papa sont la même chose devant la loi béninoise. Oui, mais tu vas comprendre que je suis européenne et que comme européenne, je porte le nom de mon papa et derrière, je porte le nom de ma maman. Alors, je pense comme une européenne, pas comme une africaine. François Oudo, le monteur n'a pas coupé, le monteur c'est William Cliquant. C'est un travail effectué par Nagui Balakbe dans Actu Matin de cette justement. Vous avez suivi, là, les avis sont partagés, hein, c'est un peu comme sur ce plateau où on ne s'accorde pas sur cette modification de plus dans cette affaire, dans cette loi. Raphaël, quels sont selon vous les bouleversements sociétaux que cette loi pourrait induire? Vous avez déjà effleuré la question. Oui. Les bouleversements sociétaux que cette loi peut induire, je crois que le premier bouleversement, c'est par rapport au climat
qui va désormais prévaloir au sein de la famille chaque fois qu'il y aura une naissance. Chaque fois qu'il y aura une naissance, ben, il y aura à discuter, il y aura à dialoguer, il y aura à négocier. Et la négociation doit déboucher sur le choix à faire. Est-ce que c'est le nom de la famille du père qui reste? Est-ce que c'est les deux noms? Est-ce que c'est le nom de la famille de la femme? Je crois que c'est le premier bouleversement. Et ça va être facile pour les hommes qui sont ouverts au dialogue. Ça va être difficile ou même impossible pour les hommes qui continuent de se considérer comme les Sunu-Glegbenu. Les hommes qui sortent pour aller chercher les moyens pour faire vivre la famille. Et les Yonou Wessi qui doivent rester à la maison et s'occuper du foyer. Donc ça va être difficile. Je crois que c'est le premier bouleversement. Le deuxième bouleversement, c'est le climat de tension. Lorsque le dialogue va échouer et qu'il faut aller à un arbitrage, ben, il y aura une tension. Et la tension, les conséquences sont imprévisibles. Et pourtant, Franck Hennevoix, on a quand même dans ce sujet témoin qu'on a suivi, on a entendu des citoyens saluer la chose, être déjà prêts à changer la donne. Pourquoi faut-il craindre des bouleversements? Non, je pense que moi, j'ai fait un peu le droit et je sais que une virgule qui vient du législateur demain peut vous entraîner devant le juge et vous créer des problèmes. C'est parce que certaines personnes, aujourd'hui, n'ont pas mesuré l'ampleur de ces modifications au niveau du code de la famille. Vous savez, lorsque on prend un être humain, moi, je suis de Boycon et mon nom l'atteste. Maintenant, Kennevo. Oui, Kennevo. Cette rancune est terminée. C'est clair. Rancune, il n'y aura pas de rancune autour du nom de toute façon. Non, c'est de bonne guerre. Maintenant, mon épouse s'appelle Kaba. Alors, si mes enfants, l'un de mes enfants devrait s'appeler Kennevo, Kaba. Kaba, c'est au nord. Les deux commencent par K. Kennevo, c'est Boycon. Oui. Ils sont d'où? Ils sont des Béninois. Non, vous savez, au-delà d'être béninois, oui, on doit s'identifier à une portion du territoire. La femme Kaba, votre épouse Kaba, je la salue au passage, votre épouse Kaba, elle a le droit de pouvoir perpétuer sa lignée, la lignée des Kaba, n'est-ce pas? Ce n'est pas le nom qui est important en matière de lignée. C'est fondamentalement ce que tu laisses comme héritage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a d'enfants qu'il laisse un héritage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des milliards qu'il laisse un héritage. Mais ce dont je parle, c'est qu'il faut que les choses soient simplifiées dans notre pays. Il ne faudrait pas qu'on copie les Blancs pour compliquer la vie à notre société. Si vous regardez les 3 personnes qui ont dit qu'elles étaient d'accord pour cette loi, vous verrez que dans leur développement, elles arrivent à la conclusion que la loi ne change pas grand-chose. Donc, elles remettent en cause l'utilité. Ne comptent pas laisser à leur femme la possibilité de non, jouir l'utilité et l'opportunité de cette loi-là. Parce qu'il n'y a pas, la loi doit venir. Oui. Il n'y a aucun problème sur ce plan dans notre société. Moi, je pense que le Bénin d'aujourd'hui a des problèmes par rapport aux violences que les femmes subissent, par rapport à l'autonomisation des femmes. Si on intervient sur ces questions-là, je pense que c'est utile. Mais ce qui a été fait, vous savez, on n'a pas abordé le second pan. Pas encore, on va le faire. Mais il faudrait véritablement qu'on comprenne ce qui a été fait
par le législateur. Et comme le doyen disait tout à l'heure, le doyen Afayon disait que si, il faudra dialoguer, négocier, mais quand ça échoue, c'est qu'on se retrouve devant le juge. Ça veut dire que les questions qui se relèvent du foyer sont portées devant une tierce personne, même si c'est un officier mandaté par la loi. Donc ça pose, c'est-à-dire cette judiciarisation de la vie conjugale a créé trop de problèmes sous d'autres cieux, et je pense que moins on légifère sur les relations entre un homme et sa femme, mieux ça vaut pour le foyer, mieux ça vaut pour François, notre société. on sait, et ça se voit très clairement, que ces modifications sont construites dans une philosophie générale d'affirmation des droits de la femme. Beaucoup d'initiatives vont dans ce sens-là. Mais est-ce que notre société aujourd'hui est prête à faire le saut, le saut, je veux dire, nécessaire vers cette nouvelle culture de la famille qui se dégage de la modification du Code de la famille? Franck a répété quelque chose depuis le début de l'émission, à savoir le plus important aujourd'hui est de supprimer tout ce qui constitue la violence sur la femme. Mais cela fait partie de tout un environnement. Et c'est pour cela que je dis que cette réforme s'inscrit dans cet environnement, notamment le fait désormais que les époux sont condamnés à trouver un consensus de tout. Mais je voudrais poser une question. Peut-être, nous ne faisions pas attention à ça. Je suis sûr que sur ce plateau, enfin, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais donné un prénom, ou bien ma femme n'a jamais donné un prénom à un de mes enfants sans que ce soit nous deux qui en convenions. Je parle du prénom. Ça, ce n'est pas ni mon nom, ni son nom. Mais pour donner un prénom, soit c'est elle qui propose, soit c'est moi qui propose. Chacun propose un prénom. C'est quand nous sommes d'accord qu'on maintient ce nom. Bon, je crois que c'est la même logique que cette loi instaure, au-delà des autres facteurs que je ne rejette pas, je ne balaye pas de revers de la main non plus. Pas du tout. Est-ce que nous sommes prêts, Dr Gaye, à faire face, à changer, à adopter cette nouvelle culture de la famille qui veut que désormais, assez facilement, la femme aussi attribue son nom à l'enfant sans que l'homme n'ait à respecter? Non, la dernière portion de phrase que vous utilisez me pose un problème parce que le législateur n'a pas dit que l'homme n'a pas à respecter. Non, on a dit de commun accord, on a dit après dialogue. S'il n'est pas d'accord, il va devant le législateur pour régler. Vous savez, dans le fond, quand nous prenons cette loi ou quand nous prenons tout ce que les acteurs disent autour, c'est parce que tout le temps, le Bénin est demeuré un pays à caractère phallocratique. C'est parce que tout le temps, on dit l'homme domine la femme. Mais tout à l'heure, même M. Kenevo disait qu'il doit y avoir complémentarité. Et quand nous prenons cette loi qui demande à ce que le nom de la femme accompagne celui de l'homme, où est la domination de la femme sur l'homme là? Il n'a qu'à nous le dire, ça n'existe pas. Je voudrais juste demander qu'on essaye de dépassionner un peu ce qui se passe. Parce que par exemple, tout à l'heure, dans tout ce qui a été dit par le monsieur tout le monde, le monsieur Landa, les hommes de rue qu'on a eu, on nous dit, moi je suis d'Abomey, parce que je suis d'Abomey, le nom de la femme ne doit pas apparaître. On dit je suis de tel, M. Kenevo tout à l'heure parlait d'héritage, je suis de Boye comme ma femme est de... Tout comme si la femme aussi n'a pas un héritage à perpétuer. Donc ce que je dirais tout simplement, c'est que le moi béninois, il faudrait qu'on essaye de comprendre que la femme aussi est un être humain comme nous, qui a été créé à la même image que nous. Mais ce n'est pas parce que le parcelle de pouvoir a été accordé, ce n'est pas parce que nous sommes dans une société mandatrice et que la femme remet le pouvoir à l'homme pour dire « parle en mon nom », que toutefois on va décider d'éliminer toute existence de cette femme-là. Non, mais déjà que cela est arrivé, on n'a pas dit tout de suite, quand vous mettez un enfant au monde, systématiquement la femme il met son nom. Mais on dit c'est une possibilité qui est accordée à la femme de pouvoir mettre son nom. Je suppose que je suis fille unique de ma famille et que je n'ai plus de génération qui existe. Mettre mon nom à côté de celui de mon mari, c'est un honneur. Pourquoi quand on va devant le maire, quand on va devant le maire pour se marier, on dit le nom de mon nom et le nom de l'époux? Pourquoi ça ne pose pas problème? Et maintenant, quand on dit on donne ça à l'enfant, nous femmes, nous acceptons ça, que nous portons avec fierté. Mais pourquoi maintenant sortir de tous ces gonds,
montrer qu'on est d'une tradition culturelle qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas changer, et dire qu'on ne va pas changer. Non, il faudrait qu'on puisse avoir une autre lecture de cette réalité-là. Il faudrait qu'on communique autour pour montrer à ceux qui sont contre que ce n'est pas pour aller contre le système patriarcal. Le système patriarcal demeure. La preuve, on dit, l'homme peut accepter, il peut refuser. La preuve, on dit, le nom de l'homme vient avant. On demandait à la femme d'aller... Oui, mais le problème, c'est que ça ramène, le législateur, par cette loi, aide encore le foyer. Parce que ça amène le couple à la communication, au dialogue. Quand vous vous êtes épousé, là, c'est parce que vous vous aimez que vous vous êtes épousé. Mais pourquoi après on dit, c'est ce que je dis, qu'il passe un point tiré comme si la femme n'est pas un être humain qui existe. C'est une question de négociation aujourd'hui. Et nous sommes dans la négociation des valeurs des normes de la société. Il ne faudrait pas dire, parce que ça a été dit, donc la femme tout de suite monte sur ses grands chevaux et va dire, c'est mon nom qui passe. Non, ça n'a pas été. Si le passage de pouvoir était pour la femme, on aurait dit son nom avant celui de l'homme. Alors, si je demandais tout à l'heure si nous sommes vraiment prêts, si notre société est prête à aller vers cette nouvelle culture de la famille, c'est parce que je tiens compte du contexte qui est marqué par cette affirmation des droits de la femme. Aujourd'hui, beaucoup de lois sont votées pour renforcer le statut de la femme dans la société. Et nous savons que les sociétés qui ont réussi à intégrer cette philosophie d'affirmation des droits de la femme à leur pratique sociale sont celles qui ont relevé le défi de l'autonomisation de la femme. Mais peut-on vraiment, peut-elle, si je peux m'exprimer ainsi, jouir des prérogatives de cette loi quand on sait que la femme demeure encore économiquement dépendante de l'homme chez nous? Là, toute la question, permettez-moi de répéter. Mais avant, reconnaissons-le, je le dis avec beaucoup de pincement au cœur, on n'arrête pas le progrès, malheureusement. On ne l'arrête pas. Cette loi, elle va progressivement s'imposer à nous. Je le dis pour moi aussi, me donner peut-être de la contenance. Le conservateur que je suis reconnaît que, heureusement pour moi, cette loi ne va pas s'imposer tout de suite et maintenant. Je parle pour moi. Il n'est pas possible, à partir d'aujourd'hui, que cette question-là fasse irruption dans mon foyer. Mais en même temps, quand bien même vous êtes pour. Quand bien même je reconnais sa pertinence, je reconnais qu'on ne peut pas arrêter le progrès, je reconnais que notre société évolue vers un environnement qui sera réglementé par ce genre de loi. Je le reconnais, il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, je le disais, je soulignais, j'insistais sur le fait que aujourd'hui et demain, le rapport de force continuera d'être de mise. Et je rappelais aux femmes qui veulent demain avoir voix au chapitre sur ce genre de sujet que c'est aujourd'hui qu'elles doivent aller à l'école. Parce que la main qui donne continuera de diriger aujourd'hui et demain. Donc, il n'y a pas fondamentalement de raison pour un abonné fier et laid qui est celui qui fait toutes les dépenses dans la famille de penser qu'on viendra aujourd'hui lui demander de faire le débat sur le nom, le prénom de ses enfants. Ça ne risque pas d'arriver. Donc pour moi, la question est tranchée. Est-ce que notre société est prête? Est-ce que les femmes, elles sont prêtes? La réponse est claire. Non, elles ne sont pas prêtes. Parce qu'on ne touche pas assez le sujet sur le point le plus important, c'est celui de l'éducation des femmes. Franck et autres, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous quand vous dites d'un côté qu'on copie trop l'Occident et que vous rappelez de l'autre côté les violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes. Ceux qui me connaissent savent que j'ai horreur de ce thème. Ce thème, il est un thème de la communauté internationale. Ce thème donne parfois l'impression que nous vivons dans une société où chaque fois on entend le voisin battre sa femme. Je viens à Godomé, j'ai vécu à Calavi, j'ai vécu à Vaudier, je ne connaissais pas ces réalités dont on nous tambourine les oreilles du matin au soir. Violence faite aux femmes, violence faite aux femmes. Non, nous ne sommes pas, une société aussi violente. Les violences existent. Je vais vous rappeler le prof d'université autre. On en a parlé. C'était quand la dernière fois qu'un tel sujet a fait actualité? Je vais dire, pour prendre cet exemple, que quand il y a un fait de violence, ça fait débat dans la société. Est-ce qu'on en parle avec autant de régularité? Non, je ne nie pas une évidence, mais je dis qu'il ne faut pas, parce qu'il y a un budget pour parler violence contre les femmes, même dans un débat qui ne concerne pas les violences faites aux femmes, que ça devienne le débat principal. Et revenir donc pour dire, non, on a beau voter les lois, ce n'est pas avec les lois qu'on réussira à lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas avec les lois qu'on réussira à donner du pouvoir aux femmes. C'est aux femmes de s'éduquer, c'est aux femmes d'aller à l'école, c'est aux femmes de mériter les droits qu'elles demandent. Mais la question de violence faite aux femmes, moi je n'ai pas un autre mot pour désigner ça. Je crois que c'est une réalité. Moi j'ai grandi à Sainte-Rita,
Il y a même un papa, c'est la maman même qui amène le bout de bois à Palmatoire pour qu'il le frappe. Et pour qu'il la frappe, j'ai vécu aussi... C'est quoi, Msado? J'ai vécu aussi à Ménotin. À Ménotin, j'ai vu ça. Un ami, il rentrait et sa femme était dans la cour, était préoccupée de l'accueillir, lui, pendant que les enfants allaient vers le feu qui était allumé, mais il a frappé la femme devant moi. Donc, c'est pas des choses que les médias relaient souvent. On ne s'est mais pas compris. On ne s'est pas compris. Réalité. On ne s'est pas compris. En réalité, ce n'est pas un débat sur les violences faites aux femmes, oui. Une phrase, une petite nuance. Les femmes qui frappent sur les enfants, ça existe aussi, mais on n'en parle pas avec la même acuité parce qu'il n'y a pas de l'argent pour financer ce genre de comportement. Peut-être parce que ce n'est pas encore entré suffisamment dans les réseaux sociaux. Voilà. Docteur Gaillet, alors ces nouvelles dispositions pourront-elles être utiles dans un environnement où les femmes ne sont pas encore économiquement épanouies? Oui, comme vous le dites là, c'est vous qui trouvez que les femmes ne sont pas encore économiquement épanouies. Je dirais qu'elles ne sont pas totalement, pour certaines catégories. Elles restent pour la plupart dépendantes de l'homme. C'est vous qui le voyez ainsi. Comme je le répétais depuis que cette émission a démarré, nous sommes dans une société mandante. Une société où la femme donne tout pouvoir à l'homme. Et même parfois, on assiste à des faits où la femme a la capacité financière, mais préfère que ce soit l'homme qui dirige cette capacité financière qu'elle a en lieu et place d'elle, parce que notre société a tout fait d'inculquer aux enfants, filles comme garçons, que c'est l'homme qui domine, peu importe la position que vous aviez. Mais moi, je vais avancer plus et dire, s'il vous plaît, moi, je vais avancer plus et dire que cette loi qui a été votée, qui permet à ce que la femme accompagne son nom, est une loi qui va dans le sens de l'accompagnement des autres lois qui existaient déjà et telles que, je vais utiliser brutalement le mot, telles que l'émancipation de la femme, telles que l'autonomisation de la femme qui est demandée. C'est un coup de pouce qui va dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je disais au départ que le législateur ne fait rien sans rien. Il est dans une logique. Il va à une destination et la succession de vote de loi ou d'adoption de projet de loi n'est que dans l'optique d'atteindre un objectif fixé qui est d'accompagner les droits et devoirs de la femme. Donc, je dirais tout simplement que c'est la femme qui décide d'être dépendante ou non. On va marquer une petite pause, juste une transition vers notre prochain sujet. Voici un extrait, cette fois-ci, en tout cas toujours à le garde des Sceaux, toujours à l'Assemblée nationale à l'occasion du vote de la modification du Code des personnes et de la famille. Le législateur reconnaît ce que nous pratiquons tous dans toutes les contrées de ce pays. C'est la connaissance des parents. De telle sorte qu'après cette cérémonie de présentation réciproque des parents, qui est donc la connaissance mutuelle des parents, les deux personnes en cause deviennent fiancées. Bien entendu, il s'agit donc d'un contrat auquel la loi attache des conséquences. Lorsque les futurs époux s'engagent à se présenter mutuellement leur famille pour devenir fiancés, il faut d'abord qu'ils remplissent les conditions qui sont les mêmes pour le mariage. Il faut donc dans tous les cas, premièrement, qu'ils soient majeurs, tous les deux, 18 ans au moins. Deuxièmement, qu'ils consentent eux-mêmes. Le consentement des deux est obligatoire. Tout simplement parce que désormais, nous avons criminalisé, en tout cas nous avons élevé au rang d'infraction et d'infraction criminelle le mariage précoce et le mariage forcé. La déclaration, je le disais, d'intention de mariage communément appelée fiançailles fait désormais partie intégrante de notre arsenal juridique en matière de mariage, sauf qu'ici, les fiançailles se feront de façon endogène, la connaissance des parents. Cette pratique, Raouf Afagnon, aussi vieille que notre modèle de vie en société, est désormais reconnue par la loi. Selon vous, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça pourrait changer? Ce que cette modification du Code de la famille vient changer,
dans nos pratiques familiales, c'est d'abord le fait que nous sortons d'une pratique traditionnelle pour aller à la légalisation. Donc désormais, on ne peut plus aller au mariage sans avoir fait le processus des fiançailles. Et ceci devient une obligation. Ne pas le faire, c'est tomber sous le coup de la loi. La deuxième chose, c'est que désormais, nous ne pouvons plus, en tant qu'hommes et femmes béninois, s'amuser à aller à la pratique de l'union libre. Nous ne pouvons plus choisir de nous mettre ensemble sans passer par la bénédiction légale de nos familles respectives. Je crois que c'est une très bonne chose et ça marque un progrès visible. Alpha Fayoum a finalement trouvé un point positif dans cette modification, Dr Gaye. Et vous? Non, vous savez, moi je dis tout simplement, cette modification n'a fait que redonner du poids à nos valeurs traditionnelles, à notre valeur endogène qui reconnaissait déjà l'existence de la connaissance des parents. Mais je dirais en plus de ça que le législateur a fait deux grands pas. Un, la valorisation de ce qui existait, traditionnel qu'on connaissait déjà, qui fait, et de deux, on passe à l'étape de la responsabilisation des partenaires dans leur engagement. Parce que rendre légitime et légal la connaissance des parents, on avait déjà eu l'étape des fiançailles qui était déjà légiférée par la loi. Ensuite, maintenant vient la connaissance des parents. Je dirais tout simplement, c'est pour donner plus de responsabilité aux partenaires, plus de responsabilité aux familles. C'est un truc qui ne se fera plus entre papa et maman et le garçon seul qui viendra, mais c'est un truc qui se fera de manière officielle et qui amènera beaucoup plus les partenaires à assumer leurs responsabilités. Parce qu'il y en a qui font la connaissance des parents et qui après disparaissent. Ils vivent en union libre ou ils vivent dans l'informel de leur couple jusqu'à leur vieux jour. Ils ne pensent même plus à la dot ni à tout ce qui suit. Et ils se disent, du moment où je l'ai enceinté, on sait que c'est moi, je l'ai enceinté, c'est fini. Mais là, maintenant, le législateur le fait, il donne plus de paix du cœur aux différentes familles qui voient leurs enfants se mettre ensemble en union dans un foyer. La connaissance des parents, François Aoudou, c'est une pratique traditionnelle. Qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que le législateur vient chercher dedans? Oui, mais elle vient de le souligner, à savoir que tout le monde ne le fait pas automatiquement. Et que, deuxième chose, puisque j'ai dit aussi que le législateur, normalement, quand il veut légiférer, devrait tenir compte de nos pratiques. Voilà un exemple de ce que nous avons obtenu sur le plateau, que ce n'est pas tout le temps qu'on pourrait reprocher au législateur de ne pas tenir compte de nos traditions. Il y a cet aspect qui est important. Mais je voudrais, moi, beaucoup plus m'intéresser aussi à ce que ça crée comme lien entre deux familles et non entre deux individus. De toutes les façons, quand un homme enfin, deux jeunes personnes entrent en relation, deux familles qui entrent en relation. Quand les familles entrent dedans, ça devient beaucoup plus sérieux. Et par rapport à cela, maintenant on dit que ce n'est pas que les familles seulement qui sont témoins, c'est l'État en entier qui est témoin de cela. On ne peut que applaudir cela. Et cela peut forcément mettre davantage de sérieux dans les relations qui se nouent entre un homme et une femme. Est-ce que, parce qu'on a désormais légiféré sur la connaissance des parents, ça devient impératif, ça s'impose donc à tout le monde et qu'il faut forcément passer par là pour se marier? Non, je ne pense pas. Je pense que ce que le législateur a fait et qu'il faut saluer cela, c'est que le législateur donne des conséquences de droit à une pratique traditionnelle. Ça veut dire que ailleurs en Occident, c'est le juge qui a rendu des décisions par rapport aux ruptures de fiançailles et autres. Maintenant, ici au Bénin, et c'est quand même quelque chose qu'on peut vendre aux Occidentaux, qui ont du mal à gérer ces questions-là,
Je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un décide de faire la connaissance des parents, le législateur y attache des droits. Ça veut dire que lorsque vous allez faire cette petite cérémonie, hein, Oui. c'est quelques bouteilles et quelques cadeaux. Ravi Betoué, Assélécon, saluer les parents. Oui, c'est quelques présents qu'on apporte, notamment des boissons, et qu'on dépose pour dire que officiellement, je sors avec votre fille. C'est du bonnet, non? On appelle Assélécon. Oui. C'est ça. Okay. Voilà. Je sors avec votre fille. À partir de ce moment, le fait de l'avoir fait, même si vous n'allez pas au mariage, ça veut dire qu'il y a un lien juridique qui lie les deux personnes. Et donc, devant le juge, demain, si l'homme voulait se dérober à une responsabilité qui serait liée à cette relation, cet élément-là peut être un indicateur pour le juge. Mais en quand vous aucun faites cas, la connaissance des parents, on n'a désormais, pas... vous mettez la corde au cou, il n'y a pas possibilité de... Non, présenter comme ça, non, il ne faut pas faire peur. Présenter comme ça peut faire peur. Oui. Mais c'est prévenir contre les conséquences dramatiques. Parce que si vous allez voir les parents de quelqu'un, c'est que la relation est sérieuse. Et donc, demain, on ne va pas vous voir à l'église en train de vous marier avec une autre femme. Ça veut dire que vous allez répondre devant la loi. Donc, c'est quand même nos valeurs traditionnelles qui sont reconnues et qui sont promues par la loi. Et ça, je demande quand même qu'on applaudisse pour les députés parce que c'est vraiment une bonne chose. Alléluia. On n'est pas à l'église. Non, le camp de la droite distribue les bons et les mauvais. C'est bon, ça peut aller. Alors, Konisian, un retour aux sources, un retour à nos valeurs endogènes, cette reconnaissance de la connaissance des parents par la loi. Oui, et d'ailleurs, je l'avais déjà dit, et je faisais une erreur avec François tout à l'heure, le docteur Gagné nous replace déjà dans le contexte de la nouvelle loi. Oui. Ce n'est pas un mariage entre deux familles, c'est un mariage entre 4 familles. Il y a le père, il y a la mère, il y a le beau-père, il y a la belle-mère. Ce n'est plus le père et le père d'un côté. Oui. Donc, il y a 4 familles qui sont désormais impliquées. On aller au-delà avec maintenant l'affectation des noms de la mère. Il y a 4 familles qui sont désormais impliquées dans ce contrat. Oui. J'avais le sentiment avec les précédentes lois qui tendaient à être trop émanciper la femme, que de l'autre côté, on donnait le sentiment de vouloir banaliser ce que c'est que la famille. Cette loi vient renforcer l'idée que je me fais de la famille, vient renforcer le statut de la famille qui est cellule de base de la société. Et cette loi vient donner du contenu au mariage et cette loi vient nous obliger, nous citoyens de demain, à savoir honorer nos engagements et surtout, j'ai le sentiment, c'est ma lecture de la chose, que cette loi vient remettre à la tradition le droit de connaître des problèmes conjugaux. Je veux dire qu'il y avait déjà tellement devant nos tribunaux des problèmes entre les familles que selon moi, cette loi rappelle au foyer leur origine parce que leur origine, c'est la rencontre des familles. Et c'est là que devraient se gérer tous les problèmes conjugaux et non sur Facebook et non dans les tribunaux. Merci, Konisian. Nous avons suffisamment parlé de ce que les députés ont fait. Et je vais vous proposer dans un instant de parler de ce qu'ils n'ont pas fait, ou ce qu'ils ont oublié de faire, ou ce qu'ils ont manqué de faire. Ce sera après cette rubrique Les Cocasses avec nos comédiens de Jésus Comedy Club. Ça va. Ça va? Ça va bien, va. C'est vous qui voulez me voir? Oui, c'est moi. Vous êtes là pour... Karim. Ah, Karim, ma fille, là? Oui, va. Ah, oui. C'est moi, Abel. Abel. C'est moi. Mais vous faites quoi dans la vie? Ah, moi, je suis médecin. Vous êtes médecin et je suis à Londres. Je travaille à Londres. Oh, c'est ce que je dis à mes filles. Je dis, patience, vous aurez un meilleur mari. Et voilà, vous êtes là. Vous êtes informé de la nouvelle loi qui
qui régit un peu cette affaire de connaissance des parents. Oui. Vous avez une chance, vous savez. Nous, à notre temps, avec parfois même, tu peux engrosser l'enfant de quelqu'un sans avoir fait la connaissance des parents. Donc, tu vois, c'est une bonne chose. C'est ça, c'est justement pour ça que je suis là, parce que Karine, c'est une fille que je connais depuis, que j'ai connue depuis 2007, avec qui je sortais. Après, moi, je suis parti faire ma formation à Londres. Et là, maintenant, je suis venu faire sa connaissance et l'emmener à Londres. Oh là là, mais ça c'est très bien, c'est une très bonne idée. Oui. Écoute, on ne va pas tergiverser. Tu me permets de te lire un peu. Quand je sors toujours avec le papier. Ah oui, vous êtes prévoyant. Parce que tu dis, aujourd'hui, quand tu es en ville et que quelqu'un connaît ta fille, dès qu'il dit qu'il intéresse, tu lui dis... Surtout que l'État a fait voter une loi désormais. Voilà. Là, vous circulez avec la liste des produits pour la connaissance des parents. Toujours. Ah oui, ça il le faut. Je ne vais pas accepter qu'un salopard vienne engrosser. Papa. Excuse-moi, comme je ne vois plus bien là. Excuse-moi. Ah, oui, vos verres. Oui, c'est. Bon, voilà. Liste de connaissances des parents. C'est pour ça que vous êtes là. Bien sûr. Bon, la dot, c'est autre chose. Nous sommes à la première étape. Oui. Voilà. Et juste après ça, je vais emmener Karine à Londres. Après, on reviendra faire la dot. Tu l'avais dit tantôt. Ce sera un petit 50 hectares de domaine agricole à Djidja. Oui. Si on ne le dit pas, vous n'allez pas comprendre. J'aurais peut-être pris Glo ou bien Akasato. Mais écoute, la terre de Djidja est une terre très fertile. Très fertile. Ça me permettra d'avoir ma femme là-bas et dans mes derniers jours de retraite, je pourrais aller là-bas me reposer un peu. Tu vois. Oui. Et surtout... Oui. Attends. Et lorsque tu vas m'acheter les 50 hectares de domaine agricole à Djidja, il faut veiller à payer les ouvriers pendant 2 ans. Les ouvriers qui vont travailler sur le domaine? 2 ans seulement. Après les 2 ans, moi-même, je vais m'en occuper. C'est ça. Oui. Un petit 2. C'est connaissance des parents, hein, papa? Oui, avancez. Parce que, tu sais, on a pris nos précautions. C'est ça. Tu sais, j'ai 12 femmes. Elles sont toutes là. Et pour me préparer la pâte, aller au moulin, ça leur pose un peu de problème. Il y en a qui sont un peu vieilles et tout. Donc, je propose que tu achètes 12 moulins à maïs pour mes femmes. 12 moulins à maïs? 12 moulins à maïs. Papa. Par ça, en grand 3, on aura besoin de 300 têtes de bœufs venues du Niger. Oui, il faut veiller à ce que ce soit des zébus. Avec la bosse là. Oui. Parce que dans notre famille, on fait beaucoup de cérémonies. Pour toi qui es à Londres, il faudrait que tu te fasses représenter. C'est ça. Voilà. Et donc, 12 têtes de bœuf. Non, 300. 300. C'est les moulins qui sont 12. Voilà. Le vieux là est prévoyant. Et pour ce qui me concerne, tu sais, moi, je n'ai pas le permis de conduire. Et pour me déplacer, aller rendre visite à mes collègues retraités, j'ai besoin d'un cheval blanc. Un cheval? Oui. En lieu et place d'une voiture. J'ai oublié de te dire l'honneur qui est dedans, en fait. C'est ça. Tu sais, lorsque je serai à cheval, les gens diront... Comment t'appelles? Abel. Les gens diront, ça c'est le beau-père de Abel qui est en train de passer comme ça. Donc c'est un honneur, tu vois. Donc, tu vas m'acheter un cheval blanc. Dans la liste des connaissances des parents? Oui, si. Actuellement, c'est comme je t'ai dit, je suis retraité. Il y a un de mes collègues là, dont la fille est là, elle n'est pas encore mariée. Et le collègue, à cause de mon bon comportement, est en train de vouloir me la donner en mariage. C'est ta petite maman, un truc comme ça. C'est ça. Et elle, spécialement, tu sais, actuellement avec la loi, j'ai besoin d'un peu d'argent pour arranger les choses. Tu vas prévoir 1 million. 1 million. Oui. 1 million. Et pour finir, bon, la liste n'est pas si longue que ça. On va vous faire grâce des colas, les jeans et tout ça. Et puis les promenades en famille. Donc tu comprends fond. Donc tu croyais que je viens de l'extérieur et que je ne comprends pas fond. Pas une petite liste de produits à acheter pour faire la connaissance des parents. Tu vas demander 300 et tu vas viens. Attends, c'est quel type de femme? Écoutez, vous parlez à votre beau-père, un futur beau-père. Un godadien. Comment?
Liste des parents, connaissance des parents, on donne avec Azota, avec un peu de cola, tu as déjà marié la fille, et puis c'est quand tu finis de faire 12 enfants que tu reviens pour faire la dot là. Ce que tu oublies là, si tu ne donnes pas ce que j'ai listé maintenant là, si ma fille te fait un bébé, le bébé va porter son nom. Ça n'a qu'à porter son nom. Ça n'a qu'à porter son nom parce que depuis que moi je porte le nom de mon père, ma mère n'a jamais rien réclamé là. Ça n'a qu'à porter ton nom. Ah bon? Même moi, alors liste de causes, pas un bon, 300 têtes de bœuf. Mais c'est quel quand il vit, on dit à son état, ça dit, l'État est en train de canaliser les choses et voilà une jeunesse qui, c'est-à-dire vous êtes décidé à ne pas faire, c'est ça? Est-ce que c'est ce que l'État a dit? Est-ce que c'est ce que l'État a dit? L'État a dit de prendre pas la liste des parents pour pouvoir aller s'acheter des bœufs. Et bah tiens, donc quand ils sont millions de quoi mais d'assis demain. Il y a d'assis d'agboire quoi bah quoi d'assis le quoi demain. Papa, ta fille a 35 ans, bon d'assoir. Mais des soins à derrière et à de mon je te le rappelle, même mon aîné, la fille, elle a 45 ans, elle attend l'heure de Dieu. C'est pas ce que toi tu fais là. L'heure de Dieu va venir. Bientôt Karine aussi va avoir 52 ans. Et l'heure de Dieu va venir. Avec toi, ta liste exorbitante là. Mais c'est bizarre, hein? C'est quelle jeunesse ça? Attends, vous tenez à vous marier ou bien vous êtes contre la liste de... Mais attendez, je suis tombé... C'est curieux, hein? Et puis, il ose me parler, quoi. Medi Club, merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Polycap, voilà. La difficulté que Franck redoutait. Non, il faut lui retourner le micro parce qu'il va. Abel, je ne vous ai pas salué. Hein? Oui. Ah, vous fiez les 300 têtes de bœuf, 12 moulins. Bonsoir, chers amis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais alors, c'est vrai, c'est une représentation théâtrale pour essayer de passer le message. Mais est-ce que c'est vraiment ce que la loi dit? La loi n'a pas dit de réclamer 1 million pour aller soi-même se taper une 13e femme, et 12 moulins à maïs, 300 bœufs Polycap. Vous savez, aujourd'hui, la tendance est que lorsque vous avez votre fille, pour laquelle vous vous êtes battu pendant des années, pour laquelle vous vous êtes battu pour trouver un boulot, il y a quelqu'un dans un coin, un beau matin, vient vous annoncer qu'il a enceinté votre fille sans faire les préalables. Mais il faudrait qu'on mette des garde-fous. C'est-à-dire, ce que je viens de citer là, ce que je viens de lister, c'est plusieurs années de travail, c'est plusieurs années de chier. Ça dit que vous voulez le retour sur investissement. Voilà, donc il faut commencer très vite. N'attendez pas la dot parce que la dot, elle peut venir après votre mort. Du coup, il faut très vite mais la les dot choses dans et les avoir. des parents. C'est pour ça que moi, je suis de l'option de ceux qui sont dans mon rang, les retraités. Voilà. Abel. Non, mais vous savez, on aura voté cette loi pour rien. il a quand même tout dit, un peu comme l'aurait dit l'autre. Quand l'État vote des lois ou quand l'État fait voter des lois, il y a toujours un imbécile derrière qui en profite et qui dramatise les choses. Et donc, je crois que c'est un genre de beau-père que je suis en train d'aller voir. Malheureusement, je suis déjà heureux que son aîné à 42 ans ne soit pas encore marié. Ils sont en train d'attendre l'heure de Dieu. Je crois qu'avec cette belle et petite liste qu'il présente à tous ses éventuels gendres, ces filles vont avoir l'heure de Dieu après sa mort peut-être. Ou bien. Alors, je vous avais promis qu'on parlerait de ce que les députés ont peut-être manqué de faire. C'est vrai, désormais, le code de la famille reconnaît la connaissance des parents comme une étape qui prélude le mariage. Mais pourquoi n'ont-ils pas précisé le contenu de ce rituel-là, de cette étape-là? Pourquoi on sait que généralement chez nous, pour la plupart, c'est ce qui est en tout cas répandu, la connaissance des parents, c'est 2 bouteilles, une bouteille de gin, Ravi Betchoué, du bonnet à Sérécon, je ne sais pas s'il y a des colas qui interviennent ici, un oncle ou une tante, puis voilà, on va saluer la famille de l'heureux élu, d'accord? Mais vous avez vu tout à l'heure, quelqu'un demandait 300 têtes de zébus, il a même précisé, bien bossu. Alors François Oudou, les députés n'ont-ils pas peut-être fait un travail inachevé? À mon avis, non. Parce que je ne pense pas que ce soit du ressort de la loi de régler ce genre de détails. En principe, surtout à l'étape de la connaissance des parents, quand vous allez d'une famille à l'autre, vous allez d'une ère culturelle à l'autre, ce qu'on met dans la connaissance des parents, le contenu n'est pas le même, je veux dire. Oui. Mais je crois que pour ce qui
concerne les familles, à moins qu'il y ait des familles où les gens veulent exagérer un peu, je crois que c'est généralement symbolique, la connaissance des parents. Et par rapport à cela, et surtout du fait que le contenu n'est pas le même d'une aire culturelle à l'autre, je ne pense pas que les députés puissent légiférer et dire voilà le contenu qu'on doit donner à la connaissance des parents. Il me semble que dans ce même code de la famille, Franck Kennevo, la loi a parlé de la dot en termes de symbolique. Et pourtant, ça donne lieu à un commerce qui ne dit pas son nom. Il y en a même qui sont obligés d'aller faire des prêts à la banque pour doter leurs femmes. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, avec cette légalisation de la connaissance des parents, eh bien, les gens ne vont pas en faire une interprétation mercantile de la chose. Non, il faut reconnaître que les lois dont nous parlons sont des lois qui apportent une modification au code même, qui a un ensemble de dispositions qui existent. Et donc, si vous voulez savoir le contenu de la connaissance des parents, comme vous l'avez dit, c'est que déjà, le code de la famille a donné un caractère symbolique à la dot. Donc, la dot qui est supérieure à la connaissance des parents est déjà symbolique. Donc, ça veut dire que la connaissance des parents, quelle que soit l'envergure qu'on va lui donner, sera symbolique. Le reste, c'est que nos traditions ont la peau dure. Les gens vont dire non, quand moi je devais épouser la mère de cette fille que vous voulez épouser, j'ai dû donner tant, etc. Mais il faut qu'on revienne aux fondamentaux, c'est que là où la loi intervient, c'est véritablement pour faciliter les choses. Donc, si vous voyez que la personne a les moyens de faire une dot à la mesure de vos attentes, il n'y a pas de problème. Surtout s'il vient de Londres. Parce que parfois, ça se fait aussi, Raouf Afayon, à la tête du client. Ouais. Un médecin qui rentre de Londres, c'est qu'il y a une présomption de richesse qui plane si sur la lui. personne peut payer, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème. Mais si on doit imposer ça au point d'empêcher les jeunes de se marier, c'est que c'est contre-productif. Voilà pourquoi je demande, Raouf Afayon, pourquoi le législateur n'a pas précisé le contenu. En tout cas, jusqu'il ne faut pas aller loin par rapport à ça. Non, je crois que si le législateur n'a pas cru devoir préciser ce que sera le contenu de la cérémonie relative à la connaissance des parents, c'est parce que les députés sont issus de toutes les couches de notre société et ils savent que la pratique varie d'une religion à une autre, d'une région à une autre. Je ne vais pas vous le cacher, le dimanche prochain, je serai dans une délégation familiale pour aller à une cérémonie relative à la connaissance des parents. C'est au thème de la nouvelle loi qui n'est pas encore promulguée, à ma connaissance, en tout cas, à l'ancienne. Mon neveu qui m'a parlé de sa volonté de me voir impliqué dans la délégation, j'ai exigé de lui que ce soit vraiment une cérémonie de connaissance des parents. Parce qu'il m'a parlé des amis qui vont s'y mêler. Voilà notre pratique aujourd'hui, la connaissance des parents. De sa famille maternelle. J'ai dit, de ripailles autour. Deux familles qui se rencontrent. La famille paternelle de la femme, la famille paternelle de le promoteur des nouvelles dispositions du Code de la famille, ainsi, c'est 4 familles. Bon, je me suis dit, il ne faut pas chercher à alourdir ce qu'on peut alléger. Il ne faut pas chercher à compliquer ce qu'on peut simplifier. De toute façon, à la dot, la maman est là, c'est que c'est ce que demande la famille, il paraît, c'est une somme de 25 000 plus 25 francs. Bon, je n'ai pas compris le symbolique qu'il y a derrière les 25 francs qui s'ajoutent aux 25 000. Il n'y a pas de boisson. Donc, c'est dire que la réalité varie d'une famille à une autre, d'une région à une autre, d'une religion à une autre. Et les députés, certainement, en sont conscients et ils ont évité d'aller dans cette direction. Mais là où, personnellement, je pense qu'ils auraient pu aller et que je ne les ai pas vus, et la connaissance des parents marque le début des fiançailles. Les fiançailles s'arrêtent quand? Au mariage. Le mariage doit intervenir à quel moment
au plus tard. Non, alors, ce sont des questions pertinentes. Il y a des endroits où ça dure 1 an parce que la connaissance, les fiançailles, c'est un test de vie à 2. On estime qu'au bout d'1 an, ils ont suffisamment appris à se connaître et peuvent vivre toute leur vie ensemble. Ailleurs, à d'autres endroits, c'est 2 ans aussi, ainsi de suite. Ici, effectivement, on n'a pas prévu. Il y a des fiançailles qui durent éternellement, où des gens sont même prêts à aller au-delà du premier accouchement avant de parler de mariage. Exactement. Pourquoi on ne les empêche pas d'avoir d'enfants? Mais je crois que l'idée du législateur, c'est d'abord et avant tout de conférer des droits à cette pratique. Ce n'est pas d'en faire une obligation avant d'aller au mariage ou pas. Donc, je pense que c'est libre. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des cas où les gens ont fait la connaissance des parents, mais n'ont pas fait de mariage, n'ont rien fait. Et donc, le législateur y attache du droit. Et ça veut dire que demain, on ne peut pas considérer cette femme-là au même titre qu'une femme à qui on a fait un enfant clandestinement sans que les familles ne soient mêlées. Donc, je pense que c'est ça qui est l'originalité de cette démarche qu'on peut vendre aux Occidentaux. On va écouter Dr Gaillet et Connaisse Yann, puis passer à TIC Télé. Oui, par rapport à tout ce qui est dit, moi je dis on ne peut pas fixer un quota par rapport à la connaissance des parents. On peut, dans une famille, un père peut décider de ne rien prendre, juste connaître les parents de l'homme pour s'assurer que la responsabilité sera prise en compte dans la démarche de la vie à 2. Et l'autre chose également, ce que je demanderais beaucoup plus, c'est que dans l'application, quand la loi sera promulguée, dans les décrets d'application, qu'on puisse vraiment y mettre les garde-fous pour que certaines familles, comme Comédie Club de Jésus l'a montré, n'exagèrent pas dans ça, parce que ça va faire encore plus fuir les jeunes qui s'arrêtaient déjà à la connaissance des parents pour la vie à 2. Mais je dirais encore que cette loi qui est en train d'être mise en place donne encore de chance à la femme, parce que quand on te fait la connaissance de parents, ce n'est plus obligatoirement le mariage qui reconnaît ton existence dans l'engagement de responsabilité du conjoint, mais ça aussi, à partir de la connaissance des parents, il y a un peu plus d'assurance que oui, on est dans un engagement, il a des responsabilités envers moi, parce qu'il y en a qui font la connaissance des parents, mais qui enceintent la dame et qui disparaissent ou qui ne prennent aucune responsabilité. De la même manière, il y a des cas aussi, Connaisse Yann, où peut-être le monsieur décède avant le mariage, et après, la femme et ses enfants éventuellement ont du mal par rapport à l'association. Les parents envahissent les oncles, les tantes mangent longues ou mangent courtes. Et parfois, on vous chasse de la maison aussi en tant que vous en aviez. Votre mot sur cet aspect de la question, Collégienne? Naturellement, la loi vient corriger le cas précis que vous présentez. Et si je vais rester toujours dans l'esprit de la loi telle qu'on a passé le temps à en débattre, la connaissance des parents, ça ne doit plus être une partie qui apporte 25 000 francs plus 25 francs. Ce sont les 4 parties qui s'asseyent et qui partagent les dépenses. Parce qu'après, les enfants qui naissent de ces unions peuvent porter le nom de toutes les familles. C'est l'esprit de la loi. Donc, pour moi, la connaissance des parents doit intégrer les lois telles qu'on en a discuté aujourd'hui. On est en train d'aller vers des familles qui, entre griffes, sans le dire, veulent reconnaître les mêmes droits aux femmes et aux hommes, qui veulent utiliser le mot symbolique pour masquer la disparition voulue de la dot. On n'ose pas prononcer ce mot, mais dans la réalité, on voudrait consacrer aussi l'égalité homme-femme dans la disparition d'une pratique comme la dot qui nous est chère. Ça pose là, à mon niveau et au niveau de certaines personnes, le problème de l'identité. J'ai grandi avec ma maman qui disait tout le temps « j'ai été doté ». Ça, on dira que c'est l'ancienne génération, mais on sait aujourd'hui le poids, le symbole de la dot. Et on sait aujourd'hui que les lois qui arrivent, elles offrent beaucoup d'avantages aux femmes de la nouvelle génération, mais elles enlèvent aussi, on va dire en griffe, beaucoup de privilèges. Et donc, si je devrais dire un mot pour conclure sur cet aspect, c'est ce que j'ai déjà... On n'arrête pas le progrès. Ces lois, elles vont s'imposer à nous. Il faut qu'on apprenne aux nouvelles générations à vivre avec ces lois de demain. Quand je dis ces lois de demain, c'est une façon insidieuse de dire ce ne sont pas les lois pour nous autres aujourd'hui. Les lois de demain qui s'inspirent des pratiques
ancienne, très ancienne. Merci, Collins Yann. Nous allons passer maintenant à TikTok avec Roméo Aklozo. Bonsoir. Bonsoir André. Alors, comment va? De quoi parlent déjà Super. les cybercitoyens? Quels sont les différents développements sur le sujet abordé dans cette émission aujourd'hui? Ça parle du code des personnes et de la famille. Ouais. Qu'il vous souvienne, la soirée du jeudi 21 octobre 2021 sur les réseaux sociaux, après la décision de la Cour constitutionnelle qui donnait raison à une citoyenne qui avait fait un recours contre les articles 6 et 12 du code des personnes et de la famille. Tout à fait. Les débats, ça s'est emballé sur la toile. Pour recadrer les choses, comment Hugues Sosoupé est revenu le lendemain sur le libellé même des articles qui ont été modifiés cette nuit. Il disait ceci. Après les polémiques, lisons attentivement. Nouvelle disposition relative au nom de l'enfant au Bénin. Que retenir à ce sujet dans la loi modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille. Article 6. Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents dans les conditions prévues par le présent code, ceux-ci choisissent le nom de famille dévolu à l'enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui des parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre le père et la mère, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil dans les 8 jours après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms. Le nom du père inscrit en première position, suivi de celui de la mère sans trait d'union. Le nom précédemment choisi ou dévolu dans les conditions de la présente disposition pour un enfant commun vaut pour tous les autres enfants communs. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un des parents au moins est béninois, les parents qui n'ont pas usé de la faculté du choix du nom dans les conditions des alinéas précédents peuvent effectuer la déclaration adéquate lors de la transcription de l'acte ou à l'occasion de sa rectification. Article 6.1. Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation durant la minorité de l'enfant, les pères et mères peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux, et lorsqu'il n'y aurait pas eu précédemment d'enfants communs entre eux. Dans le cas contraire, le nom choisi doit être identique à celui du ou des enfants qu'ils ont précédemment eu en commun. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. Article 6.2. En cas de désaveu de paternité, l'enfant porte le nom de sa mère. Évidemment, voilà, cette publication de Comme l'œil sur Soupé a été commentée par les internautes. Oui, quelques commentaires. Laurette Imelda, elle dit: c'est une loi mature et réfléchie qui colle très bien avec les réalités que vivent beaucoup de familles de nos jours. Bravo au Bénin, impressionnant. Fawel Ahoyi, la réalité c'est la perception que l'on a à propos d'un fait. Ceci peut ne pas être la vérité nulle et réelle. Aman Vino Lauru. Laurette, n'acclamez pas encore. Il doit y avoir un piège quelque part. Tout ce qui a des avantages a forcément des conséquences. Et ici, il s'agit d'une loi votée par des hommes encore. Des hommes petit H, quoi. Olusegun Adeogun. Je pense que c'est bien clair. Les parents ont toujours le choix. Et c'est bien cohérent et logique. Constant Idani. La conséquence de toutes ces lois, c'est la multiplication des baby-man à l'avenir, comme c'est le cas à l'Occident, qui peineront fort à chercher qui va les épouser. Louis Miquet. Au Gabon aussi, c'est ce qui se fait, je pense. L'enfant porte le nom de famille du père et de la mère à la fois, suivi de son ou de ses prénoms. Voilà un peu quelques commentaires. Tout à fait.
Et pour finir, on va suivre quelques vidéos que vous proposez. 2 vidéos? Oui. Ouais, allons-y. Mais rien dit de filmer. Eh bien, à la zéro, il y a un salon. Mais il coiffe ce qu'on voit. Bon, et bon, et nous y en aussi. Et tu as tout dit. Je vais chez mes parents. Tu viendras me retrouver là-bas. Non, 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 non. Non, 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 non. Mes frères viendront ramasser mes bagages. Faut pas partir, moi je suis là. Non? Toi, tu es quoi? Tu es quoi? Tu peux me supporter, moi? Ouais, il est mal, mon con. Oh, Rono! Il a rien de voir. Repos! Abe, atnon coup de bas, Joyon Biba Doubia. Assafoulilai, pas capable de la sang de Jésus. Nous voyons, mais les bosses, il y a Joyon Biba Doron. Capable de poisson d'avril. Ni sans Joyon Biba Doron, mais je suis au Ganawa. Même Bella, fille de mon béo, Nala Hanwe, Bouillon, Badime. C'est comme ça, c'est ça la vie. Excellent palais, on a des experts. Il s'agit de Roméo Acloso pour le TikTok de ce jour. Merci beaucoup, Roméo Acloso. Je vous en prie, André. Oui, merci. On va finir ce plateau, quelques secondes pour le tour de table. On va commencer cette fois-ci par vous. Docteur Gaillet. Alors, oui, on a élaboré insuffisamment sur ces 2 modifications apportées au code des personnels de la famille, en attendant sa promulgation et éventuellement les décrets d'application de cette loi. Le débat se poursuit. Nous, on a fait notre part du job. Qu'est-ce que, pour l'essentiel, on peut retenir pour sortir de cette émission? Merci bien. L'essentiel à retenir à mon niveau, c'est déjà de dire merci aux législateurs, merci aux députés qui votent ces lois, et également faire comprendre au commun des Béninois en général que la loi portant modification qui permet à ce que la femme accompagne son nom de celui de l'époux n'est pas une loi qui vient changer la société patriarcale dans laquelle nous sommes. En société matriarcale, il faudrait qu'on puisse déconstruire cette pensée-là et intégrer juste ou simplement qu'on est dans un accompagnement de plus de visibilité de ce que c'est que la famille au sens premier que la tradition lui donne. Le noyau familial qui implique les 2 côtés et non uniquement le côté partenaire. Et ensuite dire que la seconde loi qui va dans le sens de la connaissance des parents est une loi qui vient valoriser une fois de plus nos traditions, qui vient valoriser l'existentiel, corriger et donner plus de poids à cela et également montrer plus de responsabilité de la part des uns et des autres et aussi orienter la femme dans le cheminement de l'autonomisation pour une paix durable dans le foyer, parce que autonomisation de la femme égale paix durable dans un foyer, selon moi. Merci. On vous a compris. Bonsoir, Udo. Oui, au thème de tout ce que nous avons dit, nous avons constaté quand même par ailleurs que, comme le disait Montesquieu, les lois tiennent compte d'un certain nombre de facteurs, à savoir la sociologie, l'histoire, un certain nombre de valeurs culturelles, du milieu auquel cette loi doit être appliquée. Nous avons vu que ça a été le cas ici par rapport au moins à l'une des réformes, et ça c'est très positif. Mais par rapport à la controverse ou la polémique qui subsiste par rapport à l'autre réforme, je trouve cela tout à fait normal parce que un changement de ce genre qui intervient nécessite quand même que les gens se méfient ou bien qu'ils se posent des questions. C'est la peur du lendemain qui crée toute cette polémique. Nous croyons que, j'espère bien qu'à l'application, tout cela va se dissiper. C'est mon avis. Oui, oui je crois que les idées avec lesquelles on peut sortir de ce plateau, c'est d'abord que les réformes au niveau du code de la famille sont indispensables. Les réformes sont indispensables. De la même manière,
la protection de la femme, telle que le recommande notre Constitution de novembre 2019, c'est nécessaire. Nous ne pouvons pas continuer à aller de l'avant sans veiller à la protection de la femme, sans veiller à la protection de l'enfant. Mais je crois que cette protection, nous devons la gérer de façon intelligente, de façon prudente, de façon rigoureuse, en veillant d'abord à régler le problème de l'éducation des femmes. L'éducation des femmes à la paix sociale, l'éducation à la santé, l'éducation au dialogue, à la négociation. Sans ces valeurs, la femme risque d'avoir des droits qu'elle ne saura pas efficacement. Voilà. Donc le défi de l'éducation est un défi incontournable. Je crois que je vais m'en arrêter. J'ai vu Franck Kenevo boire du petit lait en écoutant Raoul Fafayo. Non, je pense que c'est pertinent ce qui a été dit. Et je pense qu'il faut qu'on retourne aux valeurs du Créateur, parce que l'homme et la femme ont été créés par Dieu. Et si nous voulons savoir comment organiser la vie de l'homme et de la femme, il faut consulter ce que j'appellerais les notices de Dieu. Et je pense que Dieu nous oriente d'une manière très simple qui n'a pas besoin d'être compliquée par la loi. Dieu oriente l'homme à aimer sa femme comme lui-même, au point de donner sa vie pour sa femme. Et Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari, parce qu'on ne peut pas être deux quelque part et en même temps deux capitaines. Je pense fondamentalement que l'harmonie, l'équilibre de l'homme et de la femme naissent véritablement de leur complémentarité. Il y a des choses que la femme arrive à mieux faire que l'homme, il y a des choses que l'homme arrive à mieux faire que la femme. Toute autre lecture, toute autre orientation de la loi serait, à mon avis, contre nature. Il faut qu'on garde à l'esprit ces éléments essentiels pour bâtir une société de paix, une société durable. On a vu ce que ces formes de législation ont apporté dans les sociétés occidentales et je ne souhaite pas véritablement que le Bénin en arrive là. Aussi, rien n'atteste que ce soit Paris. Oui, Colis Yann, on va vous écouter pour finir. Je vais finir par un exemple très concret pour adoucir vos peurs, si je peux m'exprimer ainsi. La loi donne les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Ça veut dire, par exemple, qu'un Béninois qui épouse une étrangère donne assez facilement la nationalité béninoise à sa femme. Oui. Mais vous savez que dans l'autre cas, une femme béninoise qui épouse un étranger, la loi a beau dire ce que ça dit, la jurisprudence a beau dire ce que ça dit. Quand vous épousez, vous béninoise, un étranger, on ne tranche pas là-dessus. Ce n'est pas aussi automatique. J'essaie de dire quoi? Qu'il y a la loi. Mais que cette loi est consciente de notre vivre ensemble, de nos cultures, de nos pratiques, de nos traditions. Je pense pour ma part que ces lois sont des signaux. Je ne crois pas du tout en la capacité de la société d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'appliquer cette loi-là tout de suite et maintenant. J'ai passé le temps à le dire. Je pense plutôt que cette société nous donne la chance de voir la société qui viendra après nous. Et elle nous interpelle sur le genre d'éducation que nous donnons à nos enfants pour qu'ils puissent vivre dans cette société de demain-là. Il ne s'agit pas pour nous, il ne s'agit pas de penser pour nous aujourd'hui, mais il s'agit de penser pour nos filles de demain. Et je vais insister là-dessus. La loi dira ce qu'elle veut. C'est l'éducation que nous donnons à nos filles. C'est la responsabilité que nous leur donnons. C'est les valeurs que nous leur inculquons qui leur permettront de trouver leur place dans la société de demain. Et non les décrets et non les lois. Je suis formé là-dessus. Puisque la loi dispose pour l'avenir. Merci, Conis Yann. Merci,
la promulgation et la prise aussi des décrets d'application. Merci François Aoudo, Franck Kenevor, Raouf Afayon, Dr Karen Gagné-Bédi. Merci à vous. Merci Roméo Acloso, chers amis de Radio Univers. Merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce sera tout pour aujourd'hui dans votre émission Le Grand Canal. On se retrouve jeudi en route. Au revoir.